patience, soyez le bienvenu. Mais Merci encore le pasteur Isaac pour la belle musique. Il y a une musicienne malienne qui s'appelle Salif Keita et dans sa chanson de louange pour l'Afrique, il dit que ça fait rêver, que ça fait vibrer, que ça fait danser. Et autant qu'il dit ceci pour apprécier le continent et son peuple, cela demeure vrai aussi pour la musique. Pour moi, comme pour beaucoup de nous d'ascendance africaine, je crois, nous ne pouvons pas écouter la musique sans bouger, sans danser et de temps en temps sans rêver. Bien, je m'appelle Carole, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis assistante bilingue au programme des ministères en français au Conseil général de l'Église unie du Canada, ici à Toronto. Encore une fois, j'ai l'honneur d'animer et de co-animer ce soir. Cette session, comme celle qui la précède, sera enregistrée. Si vous préférez ne pas être vu dans la vidéo, vous pouvez éteindre votre caméra à partir de maintenant. Et je vous prie aussi de fermer votre micro, sauf pour intervention ou des commentaires et des questions. Et à ce moment-là, appuyez le bouton de réaction pour lever la main et on vous donnera la parole. Vous pouvez aussi écrire vos commentaires ou des questions dans la boîte chat, la boîte de conversation. Et nous allons commencer maintenant, comme d'habitude, avec une prière et la reconnaissance du territoire. Et comme on me dit qu'Edouard est là déjà, je vais lui demander de faire les deux pour nous. Edouard, tu es là? merci, Carole, c'est très gentil. Commençons par la prière alors. Seigneur notre Dieu, notre Père et notre Mère, nous te remercions du fond du cœur pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler par Zoom ce soir. Seigneur, tu connais toi-même combien les faits historiques que nous allons peut-être évoquer ce soir peuvent être douloureux. Le colonialisme européen, américain a fait de gros dégâts. Aide-nous, Seigneur, cependant, à prendre conscience de toutes ces choses et à pouvoir apporter des gestes de réconciliation et d'amour à la recherche d'une vraie paix et d'une vraie justice pour l'avenir de notre monde. Bénis-nous ce soir et guide-nous, nous t'en prions, au nom précieux de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et je tiens donc à nous dire que l'Église unie, Saint-Marc, celle où je suis rattaché à Ottawa, est située sur le territoire non cédé de la nation algonquine et Anishinaabe, qui est présente en ce territoire depuis des temps maintenant immémoriaux. Notre Église Saint-Marc reconnaît que les Algonquins sont les gardiens, les défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous voulons saluer leur longue tradition d'accueil dont nous avons bénéficié et de nombreuses nations ont bénéficié de cela aussi dans ce magnifique territoire où nous nous engageons de défendre et pour promouvoir la voix et la valeur aussi des nations, des nations hautes. Frères et sœurs, l'Église unie du Canada respecte et affirme les droits fondamentaux issus des traités de tous les peuples autochtones et l'ensemble du territoire sur lequel chacun de nous se trouve ce soir, si vous êtes connecté à partir du Canada quelque part. Notre Église souscrit et continuera de souscrire aux engagements que nous avons pris envers les nations et peuples autochtones quant à la reconnaissance et de l'autodétermination et de leur souveraineté. Notre Église reconnaît aussi l'oppression historique qui a été exercée sur les territoires, les cultures et les premiers peuples de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada.
Elle croit ardemment que des relations justes, des relations équitables, respectueuses, qui recherchent la réconciliation, peuvent contribuer, vont contribuer au processus de guérison, de décolonisation que nous devons poursuivre tous ensemble. Merci. Merci, merci Edouard. Pour commencer, je dis ceci. Milima haikutani, lakini binadamu hukutana. Ça, c'est un proverbe en Kiswahili, la langue nationale du Kenya, et aussi une langue qui est parlée dans plusieurs pays en Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. C'est la langue même que Myriam vient de chanter, dans laquelle elle vient de chanter la dernière chanson que nous avons écoutée là. Traduite en français, ce proverbe dit « Les montagnes ne se rencontrent jamais, mais des gens se rencontrent ». Notre présentateur aujourd'hui est une personne que j'ai rencontrée pour la première fois dans les années 90 en Afrique. Il était membre du comité général de la conférence des églises de toute l'Afrique, dont le siège est à Nairobi, au Kenya. Et moi, j'y travaillais comme secrétaire bilingue. J'étais employée dans cette organisation comme secrétaire bilingue. Quelle belle surprise qu'après presque 30 ans, nous nous retrouvons ici au Canada, au sein de l'Église unie du Canada. Pasteur Samuel Dansoko, j'ai envie de te présenter et de nous parler de l'impact du colonialisme et le néocolonialisme à la Sénégambie. Karibu. Asante sana. Ah, Carole, tu vas me faire pleurer parce que tu remets des souvenirs enfouis dans le temps, enfouis dans mon cœur. Bon, mais si je pleure, hein, et tu me connais, beaucoup de personnes savent que je suis très sentimentale. Mais tu as dit la vérité. Le monde est un grand village et nos rencontres ne sont pas fortuites. C'est curieux que tu aies rappelé une rencontre d'il y a plus que 30 ans, parce que quand Ed priait, je me souviens que nous nous sommes rencontrés beaucoup plus tôt, avant même que l'idée pour moi de venir au Sénégal ne germe. Je ne sais plus quand c'était, c'était dans les années 80, je crois. Il m'avait visité au Sénégal et on avait bien sympathisé. Et ce que je ne savais pas, c'est que son père était un missionnaire en Afrique qui avait pris sa retraite à Marseille. Et c'était le pasteur de ma sœur qui est à Marseille, Marie-Angèle. Et je crois qu'elle est là, même si à Marseille, il est minuit passé actuellement. Et voilà, nous nous sommes retrouvés au Québec. Et comme il n'y a pas de hasard, je dois dire que Ed, tu es mon frère, mon pasteur, tu as été mon mentor. Et Dieu sait ce qu'il fait, parce que si ce n'était pas grâce à toi, peut-être que je ne serais plus à l'Église unie du Canada, je serais parti, qui sait. Le témoignage de Marie-Claude de la semaine passée est encore très vif dans nos cœurs et dans nos mémoires. Aucun de nous n'a traversé que des périodes douces et sereines, mais vous savez, être serviteur de Jésus-Christ, c'est être prêt à prendre sa croix et aller à travers les souffrances et la résilience par la grâce que Dieu nous donne. Et c'est cela l'expérience que j'ai vécue, que je vis encore et que je continuerai à vivre parce que le Seigneur et sa grâce m'ont tellement entouré à travers certains d'entre vous qui avaient été des anges pour moi, qu'aujourd'hui,
même si je suis dans des difficultés ou que demain, si je me retrouve de nouveau dans une difficulté, je sais que, bon, ça ira parce que nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Alors, Carole, simplement pour te dire que tu as ouvert une brèche assez profonde, mais tu nous touches tous parce que ce que tu as dit, c'est je suis sur l'expérience de plusieurs personnes ici réunies. Et j'aimerais tabler sur ce fait-là, que nous sommes ensemble ici comme des frères et des sœurs, comme des cousins, des cousines, de la même famille, la famille humaine. Pour moi, il n'y a pas de race humaine. Il y a une seule et même famille humaine. Et plus on est authentique, plus on est en symbiose profonde avec qui on est, avec qui Dieu nous a créés pour être, plus on est cela, plus on se rapproche les uns des autres. Et plus donc on vit vraiment cette expérience que nous ne sommes qu'un et que nos différences sont petites en rapport à ce qui nous unit. Et c'est pour cela que je voudrais partager avec vous un moment de partage et de conversation plutôt que une leçon ou bien un cours magistral. Ce n'est pas ou ce n'est plus mon style. Je vais partager certaines choses à partir de mon expérience en tant qu'enfant du Sénégal et en vous invitant à regarder avec moi la carte du Sénégal d'abord et puis d'autres cartes. Parce que je crois, c'est vrai que l'image est beaucoup plus expressive que le verbe. Alors, Carole, si tu veux nous aider et partager ton écran avec la première carte, celle du Sénégal, je te serai reconnaissant. Alors, elle est là devant vous, la carte du Sénégal. Je vous avais prévenu. Essayez de la regarder encore. Le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une très grande côte faisant face à l'océan Atlantique et de l'autre côté aux Amériques et un peu à l'Europe en face. Quand j'étais enfant, pour dessiner le Sénégal, on disait de dessiner, d'imaginer une figure. Alors, c'est un peu ça, vous voyez, ça ce serait le nez, ça ce serait la bouche et ça ce serait le menton. Et le Sénégal est entouré de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée-Bissau et aussi de quelques îles ici, les îles du Cap-Vert. Mais ce pourquoi je voudrais attirer votre attention, et on en parlera un peu plus, c'est cette chose claire au milieu du pays. Je vous disais que c'était peut-être une bouche si on dessine le Sénégal comme une figure. Les habitants ont trouvé quelque chose qui n'est pas une bouche, en tout cas pas une bouche où on met de la nourriture, mais plutôt une bouche d'où la nourriture sort. Parce que pour ne pas tourner autour du pot, on surnomme la Gambie le suppositoire. Le suppositoire. Vous voyez, c'est au sud du pays, dans la partie inférieure, et l'expérience n'est pas agréable, comme l'expérience d'un suppositoire. Bon, peut-être que maintenant, les gens n'utilisent plus des suppositoires. Étant enfant, je me souviens que, comme j'étais de temps en temps constipé, on me mettait un suppositoire et on taillait un suppositoire avec du savon de Marseille. C'était efficace, mais ce n'était pas du tout agréable.
Alors, ça, c'est quelque chose de tout à fait artificiel. C'est un pays à l'intérieur d'un pays, avec des frontières qui séparent les mêmes champs, qui séparent les mêmes familles et qui fait sentir sa présence quelquefois de manière conflictuelle lorsque les deux régimes politiques du Sénégal et de la Gambie sont en bis-bis. Et que, par exemple, si tu peux montrer juste la largeur du pays, Carole, pour aller, par exemple, de Bignona à Niré ou à Kaffrine, c'est juste une dizaine de kilomètres peut-être. Mais lorsque les deux pays ne sont pas d'accord, il faut faire tout le tour pour pouvoir venir. C'est absurde. Nous avons hérité cela de l'ère coloniale, mais nous l'avons perpétué. Je poserai pas mal de questions pendant ce partage et une de mes questions, c'est pourquoi? Pourquoi perpétuons-nous aujourd'hui ces divisions héritées du passé et qui nous font du mal? Et des divisions qui nous ont été imposées non pas par amour, mais par pur désir de gain matériel et de pouvoir. On ne comprendrait pas grand-chose dans l'histoire du colonialisme si on mettait de côté tous les profits que les puissances coloniales ont fait sur notre dos. Oui, c'est peut-être un peu dur, mais c'est la réalité. Et vous voyez, dans ce pays, il y a non seulement un pays artificiel qui s'appelle la Gambie, mais tout autour, il y a des créations artificielles que je vais vous montrer peut-être un peu plus maintenant à partir de l'autre carte, Carole, la carte coloniale, la carte des empires coloniaux. Ça, c'est un souvenir ou un résultat, entre autres choses, de la conférence coloniale de Berlin. Je ne vais pas tellement m'attarder. Si vous êtes intéressé, vous pouvez poser des questions ou bien maintenant avec Google, vous entrez partition de l'Afrique ou bien conférence coloniale de Berlin et vous aurez beaucoup d'informations. Mais en bref, c'est quelque chose qui s'est passé entre les années 1884 et 1885. Ça a commencé le 15 novembre 1884 et ça s'est terminé le 26 février 1885. Isaac, merci de m'avoir rappelé que oui, c'est à peu près à cette période-ci que la conférence de Berlin battait son plein et elle était à 2 jours de finir. Et les puissances coloniales se sont partagées, sont mis autour du gâteau qui était pour eux l'Afrique et se sont partagées en refusant de temps en temps qu'une seule puissance coloniale ait trop de territoire. Et c'est une des explications pour lesquelles les Anglais n'ont pas permis aux Français d'avoir un gros bloc de territoire qui leur appartenait, surtout donnant sur l'Atlantique, les États-Unis et l'Europe. Et vous voyez que le bleu était les pays sous domination française. Il y en avait beaucoup. Il y a ce suppositoire à l'intérieur du Sénégal qui appartenait aux Anglais, de même que d'autres territoires rouges, en rouge. Et comme les Portugais ne voulaient pas être de mise, ils se sont réclamés et ont obtenu, juste au-dessous du Sénégal,
le pays qu'on appelle la Guinée-Bissau, mais qui pour très longtemps était appelée Guinée portugaise. En face du Sénégal, il y avait quelques îles que les Portugais se sont attribuées et c'est le Cap-Vert. Mais les Français et les Allemands et les Anglais n'étaient pas les seuls. Il y avait aussi les Allemands. Cette conférence de Berlin avait été convoquée par le chancelier Otto von Bismarck. Alors, il y a l'actuel Ghana qui appartenait à l'Allemagne, de même que cette petite tranche qui est le Togo. Et à un certain moment, vous voyez, le Togo et le Ghana étaient un seul et même pays. Un peu plus bas, vous voyez Isaac Ella et d'autres Camerounais, que le Nigeria et le Cameroun étaient à un certain moment une seule entité. Et on peut continuer comme ça. Juste une parenthèse pour dire que ce qui se passait en Europe se reflétait en Afrique. Et lorsque les Européens se battaient, ou bien lorsqu'ils faisaient la fête, c'est nous qui souffrions. Et les territoires qui appartenaient à l'Allemagne ont été divisés entre les vainqueurs de la guerre mondiale après la défaite de l'Allemagne. Mais il y a encore des restes de la présence et de la mentalité allemande et au Togo et au Cameroun et aussi un peu au Ghana. Alors, vous voyez, au milieu de l'Afrique, il y a ces territoires qui appartenaient à la Belgique. Merci. Merci, Carole. Et c'est encore un mystère pour moi parce qu'il n'appartenait pas seulement à la Belgique, il appartenait au roi Léopold de la Belgique. Quand vous aurez le temps, allez et regardez la carte de l'Europe. Et peut-être que vous arriverez à me répondre et à m'expliquer comment un si petit pays qui n'avait presque pas de moyens pouvait s'octroyer une si grande partie de l'Afrique. Parce que vous voyez, la Belgique avait sous son autorité, si je peux dire, le Congo, le Rwanda, le Burundi. Il y avait aussi une frange qui appartenait aux Italiens. Les Italiens étaient des puissances maritimes et vous les voyez là-bas sur la côte de l'Afrique et un peu en haut en Libye. Et c'est pour cela que des problèmes existent aussi qui dépendent un peu des puissances coloniales jusqu'à ce jour. Il y a quand même un cas extraordinaire en Afrique parce que un pays et un seul, oui, Carole, tu lis dans ma tête, hein, n'a jamais été sous domination coloniale. C'est une partie de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Et c'est une source de fierté, mais aussi une préoccupation parce que ces deux pays sont en guerre et pour très longtemps étaient en guerre pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et vous connaissez les atrocités qui se passent actuellement dans le Tigré ou ailleurs. Donc, voilà, des puissances coloniales européennes se sont divisées vraiment le gâteau de l'Afrique. Ils se sont morcelés l'Afrique. Et on peut dire qu'ils ont appliqué de manière très efficace ce théorème-là qu'il faut diviser pour régner. Et le défi que je lance, la question que je lance, une des autres questions, c'est comment réagir à cela et comment contrecarrer le morcellement de l'Afrique par une reconstruction de l'Afrique au figuré et au propre. Je n'ai pas de réponse à vous faire, mais j'aimerais qu'on en discute d'ici quelques minutes. Alors, Carole, on va passer à une autre carte.
celle qui montre ce que cette partie du monde, l'Afrique et la partie sud des Amériques, avait été il y a des milliers, peut-être des millions d'années, et que le temps a séparé. Et j'aimerais nous lancer aussi un défi. J'espère que je serai entendu. Comment on peut, entre pays opprimés, entre peuples opprimés, se donner la main et reconstruire le monde. Il me semble que ceux qui se prétendent être les maîtres du monde ne nous ont pas donné un bon exemple. Peut-être que nous pouvons nous donner la main et construire un monde meilleur, qui ne serait pas dominé exclusivement par les hommes ou par des enfants d'une certaine partie de la Terre, de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique, pour dire les choses comme elles sont. Alors, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, sans trop m'attarder sur des dimensions techniques. Mais si vous le voulez, je suis à votre disposition et vous pouvez contribuer, poser des questions d'éclaircissement et je serai heureux de partager un peu plus encore avec vous. Mais comme nous sommes aussi ensemble, réunis par l'Église unie du Canada, et peut-être aussi parce que nous sommes des chrétiens et que nous avons une certaine vision du monde, j'aimerais parler de deux choses. J'ai un peu parlé déjà du colonialisme, mais qu'en est-il du néocolonialisme? Le colonialisme n'est pas mort, même si ça fait 60 ans à peu près que la plupart des pays d'Afrique ont eu leur indépendance. Et beaucoup de personnes disent qu'il y a une nouvelle forme de colonialisme, d'esclavage, même d'exploitation, qui n'en a pas son nom, mais qui est tout à fait réel. J'aimerais, pendant le temps de partage, que vous témoigniez aussi, selon votre expérience et vos recherches et votre connaissance, quelle approche vous avez du néocolonialisme. Bien, le colonialisme s'est passé, mais qu'en est-il actuellement du néocolonialisme? Qu'en est-il actuellement du fait que, pour le Sénégal, par exemple, il a été révélé que la France continue à payer de temps en temps les mois difficiles pour que les Sénégalais aient leur salaire. C'est dire que l'indépendance n'est peut-être que, j'allais dire virtuelle, mais c'est faire insulte au monde virtuel dans lequel nous sommes actuellement. C'est la réalité. Il y a d'autres formes d'exploitation. Tout à l'heure, je parlais avec Carnot et peut-être que dans le temps de partage, il pourra venir et faire une contribution. Parce que je le félicitais pour ses études, parce qu'il vient d'avoir son PhD, son doctorat. Et dans la conversation, nous sommes rendus compte du piège que c'est que les bourses internationales qui sont octroyées si généreusement aux étudiants africains et qui font tellement de mal à des pays qui ont passé des années et des années à les mettre au monde, à leur donner une éducation. Et juste lorsqu'ils sont prêts à être cueillis, voilà, on leur donne des bourses pour venir étudier dans des pays occidentaux et la plupart d'entre eux restent. Donc, ce que je veux dire, et Carnot l'expliquera encore un peu plus en détail, c'est une forme d'exploitation qui vole l'Afrique de ses matières grises. Avant-hier, hier et encore aujourd'hui, c'était les matières premières qui sont encore exploitées. Si ce n'est pas des matières premières d'ordre agricole, c'est d'ordre minier. Nous avons tous des téléphones cellulaires. Nous utilisons tous des ordinateurs.
Donc, nous faisons tous partie de cette exploitation sanguinaire du ventre de l'Afrique. Il y a une autre forme aussi d'exploitation néocoloniale qui consiste à donner des bourses assez généreuses sur le sol africain à des étudiants en médecine ou surtout à des étudiants en pharmacie. Et bien sûr, la contrepartie, c'est d'utiliser les thèses et les résultats de ces recherches pour engraisser les firmes pharmaceutiques. Alors, devant tout cela, quelle peut être notre réaction? On peut avoir un peu le vertige parce que le problème semble si immense et si complexe. Mais de l'autre côté, au fond de nous, peut-être que quelque chose nous dit, mais je devrais pouvoir faire quelque chose. Et c'est exactement le cas pour Carnot comme pour moi, installé maintenant au Canada, citoyen Canada. Je ne peux pas oublier mes racines. Carole, tu avais cité un proverbe. Il y a un proverbe sénégalais qui dit que la queue du singe peut être longue, même très longue, mais si jamais tu l'effleures, le singe le sent. Donc, pour dire les choses autrement, je suis très loin physiquement du continent qui m'a donné la vie et du pays qui m'a donné la vie, le Sénégal. Mais bien sûr, je lui suis encore attaché et j'essaie de voir comment, ici, à partir de Sherbrooke, à partir du Canada, comme pasteur de Plymouth Trinity et de l'Église unie du Canada, je peux payer la dette de reconnaissance et de gratitude immense que j'ai pour ma terre natale, que j'ai pour ma mère, qui a été chantée par Kamara Lai, comme toutes les mères, qui m'a porté sur son dos, qui m'a donné la vie, qui m'a donné de son lait et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est une question que je nous pose. Que vous soyez d'ascendance africaine ou bien que vous soyez d'ascendance européenne, que vous soyez ici, la destinée de la terre entière dépend de nous, dépend de notre volonté de nous donner la main, de cesser d'avoir peur, de ne pas avoir assez et de dénoncer ce qui est injuste et de se battre pour ce qui est beau, ce qui est noble et ce qui est juste. Ça n'a pas de frontières. Ce n'est pas lié à une couleur de peau, ni à une orientation sexuelle, ni à une religion, mais simplement, comme nous l'avons dit au début, au fait que nous sommes des êtres humains, que nous sommes des frères et des sœurs, que nous nous appartenons les uns aux autres. Nous n'en sommes peut-être pas toujours conscients, mais j'espère que si nous sommes ici ce soir, pour cette dernière rencontre sous l'arbre à palabres du mois d'histoire des peuples d'ascendance africaine, si nous sommes donc là ensemble, c'est que nous nous sentons interpellés. Et j'espère que quelque part en nous, nous savons que nous pouvons faire quelque chose. Que quelque part en nous, nous ne voulons pas perpétuer l'ordre injuste et l'iniquité qu'il y a. Et que nous nous sentons appelés à faire quelque chose. À faire quelque chose en commençant par nous-mêmes. À faire quelque chose en reconnaissant l'autre et les autres comme des enfants de Dieu, comme des gens qui ont été créés à l'image de Dieu et qui donc détiennent de cela leurs droits et leurs responsabilités.
J'en ai gros sur la patate et je pourrais continuer. Mais j'avais parlé de deux choses. Et puis, la deuxième que j'aimerais maintenant engager avec vous, avant qu'on partage, c'est ces idées perpétuées depuis des générations et des générations, dont Isaac a parlé il y a 15 jours, et qui se traduisent par un certain mépris culturel de certains enfants de Dieu et de leur production culturelle, qui fait que il y a des gens qui passent pour des subalternes et d'autres qui passent pour leurs supérieurs. D'autres qui passent pour leurs supérieurs et qui, du temps de la colonisation, sont venus avec les colonisateurs. Et on dit que notre culture ne valait rien du tout, au mieux, et qu'il fallait la raser et considérer que nous étions une table à raser, que l'Afrique était tabula rasa, une table rasée, à raser pour mettre dessus des valeurs de la civilisation. Je suis en train de parler de la soi-disant mission civilisatrice. Et comme dans beaucoup d'autres choses, je suis un être déchiré. J'ai une relation d'amour, de reconnaissance, mais aussi de colère et presque de haine avec les missionnaires et certains missionnaires et la mission. Je suis définitivement reconnaissant parce que si ce n'était pas pour le travail des missionnaires, je ne serais pas chrétien et peut-être que je ne serais pas ici. Donc, pour ça, il n'y a pas de prix et personne ne peut l'effacer. Je leur suis reconnaissant. Mais de l'autre côté, j'ai du mal à pardonner une certaine arrogance spirituelle et culturelle. Qui a poussé ces porteurs de l'Évangile à déclarer que parce que nous étions d'une autre culture, d'une autre couleur de peau, parce que nous n'avions pas peut-être les avancements d'ordre technologique qu'ils pensaient, parce que leurs scientifiques ont avancé des théories qui étaient des fake news et qui rattachaient certaines données biologiques à des qualités spirituelles, des qualités intellectuelles ou des qualités morales. Oui, je parle de tout le combat de Cheikh Anta Diop qui a dénoncé ses collègues anthropologues qui disaient que la taille de la tête avait quelque chose à faire avec l'intelligence, que la forme du nez avait quelque chose à faire avec la bêtise humaine, avec le vice. Aujourd'hui, on a peut-être tendance à sourire de cela, sauf que certains mensonges ont du mal à mourir. Et que, bon, beaucoup de personnes en souffrent. Et la vision, l'approche de beaucoup d'entre nous est biaisée à cause de choses de ce genre-là. Et je ne peux pas dire que la religion, les missionnaires n'ont pas été un facteur dans cela, même si beaucoup d'entre eux se sont opposés à l'œuvre coloniale, cela n'a pas été unanime. Des personnes comme Schweitzer, Albert Schweitzer, l'Alsacien, disait, celui qui était à Lambaréné, vous savez, il a eu un prix Nobel de la paix à cause de son travail admirable en léproserie, disait que oui,
il pouvait se considérer comme le frère des Africains, que les Africains et les Africaines étaient ses sœurs et ses frères, mais, ajoutait-il, et c'est écrit, ils resteront toujours mes petits frères. On parle toujours d'église mère et d'église fille. Pour combien de temps encore? Albert Schweitzer, cela a été démontré, il a écrit lui-même parce qu'à l'époque, il en était fier, avait des pratiques qui passeraient comme inhumaines aujourd'hui. Imaginez attacher nu un chef de famille ou une mère de famille à un arbre, nourrir ces personnes de bananes en disant que tant que ces personnes se comporteraient comme des singes, elles mangeraient comme des singes. Je n'invente rien. J'ai été frappé d'horreur quand j'ai découvert ça dans mes recherches parce que pour moi, Albert Schweitzer était là-haut, 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 là-haut. Mais peut-être que je devrais cesser de juger, même si cela est difficile. Je ne peux pas excuser le fait que c'était d'un autre siècle et qu'on ne peut pas appliquer des valeurs d'aujourd'hui à des pratiques d'hier ou d'avant-hier. Le respect, c'est simplement le respect. Et peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord et je serai prêt, juste dans les minutes qui viennent maintenant, grâce à Carole, de vous écouter et de débattre avec vous. Si j'avais le temps, je parlerai un peu du commerce inhumain des esclaves le long de l'Atlantique. Venant du Sénégal, bien sûr, l'île de Gorée, je l'ai visitée et revisitée. J'ai été à la maison des esclaves plusieurs fois, donc je ne peux pas passer cela sous silence. Je ne peux pas passer sous silence qu'entre 6 et 13 millions d'âmes ont été perdues dans l'océan Atlantique. Et de temps en temps, un ouragan souffle qui nous rappelle leur gémissement. Je ne le développerai pas, mais je voulais quand même le souligner, sachant qu'aujourd'hui, une certaine forme de commerce d'esclaves se passe sur l'Atlantique et la Méditerranée. Je parle de ces milliers et milliers de jeunes Africains et Africaines qui désespèrent de trouver du travail sur leur sol natal et qui tentent l'aventure de l'Europe ou des États-Unis au risque de leur vie. C'est un défi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder sur le continent ces enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, par exemple, leur simplement expliquer qu'ils prennent des pirogues à 200 ou 300? Chacun d'entre eux met au moins 1 ou 2 millions. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose avec 200, 300 millions investis sur place? Qui va leur dire et qui va leur montrer? J'ai beaucoup plus de questions que de réponses et d'interpellations. Si vous me connaissez, vous n'êtes pas surpris. Alors, Carole, je vais m'arrêter là pour le moment et inviter les frères et sœurs à contribuer. Oui, je vois dans la boîte Denise qui dit que ces exposés nous laissent pensifs, et c'est vrai. Et comme toi, quand tu présentes, ce sont des questions qui me viennent, des questions sur des questions que peut-être je vais poser après, mais je t'ai entendu faire référence à Carnot. Je vois le nom Carnot là. Peut-être que Carnot a quelque chose à dire pendant que les autres pensent aux questions qu'ils ou qu'elles aimeraient poser. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ben, je voudrais d'abord remercier Samuel qui m'a
convié à cette réunion inattendue. Nous avons discuté il y a environ 2 heures de temps et il m'a fait l'honneur de m'envoyer une invitation que je n'ai pas pu refuser. Vous savez, quand vous discutez avec Samuel, il a un charme extrêmement particulier. Et c'est souvent très, très difficile de prendre la parole après Samuel, surtout quand on n'a pas préparé son propos, mais je vais partager quand même mon expérience. Pourquoi j'en arrive à conclure tout ce que j'ai pu discuter avec Samuel. Moi, je suis originaire du Cameroun et avant de commencer mes migrations académiques, j'ai d'abord travaillé au niveau du ministère de l'Économie et des Finances où j'ai quand même travaillé sur quelques dossiers de l'aide internationale, mais sans forcément trop comprendre des choses parce que on travaillait beaucoup plus dans des chiffres et sans se poser beaucoup de questions. C'était vraiment des choses extrêmement pratiques. Il aurait fallu que j'aille en France pour faire un master en France et de faire un stage finalement à l'Agence française de développement qui est le dispositif de la France pour mettre, disons, l'aide internationale à la disposition des pays africains. Et en France, j'ai fait un constat, mais comment pouvons-nous payer les mêmes droits de scolarité que les Français? Bon, vu de cette manière, la France paraît extrêmement généreuse parce que les populations africaines qui y arrivent payaient à l'époque toujours 250 € pour l'année. Au point où beaucoup d'Africains et beaucoup d'étrangers qui fréquentaient justement trouvaient finalement que bon, leurs pays n'ont rien fait du tout pour eux et que c'est la France qui a tout fait pour eux. Ma grande surprise était J'ai eu ma grande surprise lorsque j'ai commencé à faire un premier stage à l'Agence française de développement où j'ai épluché en fait toutes les questions sur l'aide pour l'éducation. Et je me suis rendu finalement compte que ce qui était considéré comme 250 €, la scolarité réelle qui était comptée avoisinait des milliers d'euros par étudiant. Et on a essayé de comparer en fait l'aide internationale pour l'éducation entre les différents pays. Et à ce moment donné, on se rend compte finalement qu'entre la France et les autres voisins, c'est incroyable. On commence à éplucher pour comprendre finalement que le gap de scolarité généralement est renvoyé dans ce qu'on appelle l'aide internationale. Et donc l'aide internationale, c'est quelque chose de toutes les façons qui est utilisé comme élément ou comme stratégie de géopolitique ou alors remboursé par les différents pays. Qu'est-ce que ceci nous amène finalement à conclure? Ça veut dire que des étudiants qui arrivent à l'étranger, ils pensent finalement que c'est l'étranger qui, par solidarité internationale, les aide finalement à finaliser leur parcours supérieur, sont beaucoup plus pris en charge par leur propre pays qu'ils dénigrent progressivement et finissent par rester dans ces pays pour pouvoir faire leur vie. Donc, pour former, par exemple, quelqu'un jusqu'au niveau master, un pays prend globalement 20 ans pour financer, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire l'État et toutes les collectivités. Donc, après 20 ans où, bien évidemment, l'individu devrait être productif et contribuer finalement à l'effort national, cet individu est expatrié et justement, cette contribution va ailleurs. Si on revient dans le contexte canadien, j'ai été aussi surpris que c'est des mécanismes extrêmement subtils qu'on ne le dit pas, mais il faut peut-être avoir flirté avec ce pour comprendre ce qui se passe exactement. Un étudiant international qui arrive au Canada, soit tu payes l'ensemble de ta scolarité à raison environ de 8 500 $ par session. Mais par contre, pour ceux qui arrivent parfois pour faire un doctorat, une maîtrise, parfois on leur accorde certaines facilités qu'on va nommer des bourses d'exemption. Qu'est-ce qu'une bourse d'exemption? Un Québécois, en principe, paye une scolarité par session à 1 500 $.
et un étudiant international va payer dans l'ordre de 7 500 ou 8 000 dollars. Donc, la différence, en fait, ben, c'est le gouvernement qui le paye. Mais pour que le gouvernement le paye, ben, bien évidemment, il faudrait en fait que vous écrivez à votre ambassade qui reçoit déjà, disons le pays qui reçoit déjà une certaine enveloppe et que finalement le pays vous renvoie une lettre officielle pour vous signifier qu'il ne peut pas vous prendre en charge. Et à partir de ce moment, avec cette lettre, vous renvoyez maintenant à votre université qui renvoie au niveau du ministère et puis on vous offre gracieusement finalement cette bourse d'exemption. Mais à la fin, la bourse d'exemption est comptabilisée dans l'aide internationale. Et donc, à la fin, c'est finalement le pays, en fait, qui, bien évidemment, subvient à une bonne partie de la scolarité de ses enfants, de ses fils et filles, même si ceux et celles-ci sont à l'extérieur. Mais ce qui blesse finalement dans toutes ces stratégies, c'est qu'on demeure finalement à l'extérieur, on va travailler, on sera résident permanent, citoyen, on va travailler et y demeurer. Est-ce que c'est mauvais? Bon, je n'ai pas de position par rapport parce que c'est à chacun de tracer finalement sa vie. Mais ce que je pense aussi, c'est que nous devions penser chaque fois d'où nous venons. Parce que moralement aussi, je pense que c'est injuste de bénéficier en fait de l'effort d'un pays, de sa famille et ne pas en restituer, de ne pas apporter la contrepartie de cet effort. Samuel disait, ben, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est très difficile de répondre à cette question parce que finalement, il y a beaucoup en fait de segments qui sont mis en jeu dans tout ce qui nous arrive. On a des pays et comme Charles de Gaulle le disait, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que d'intérêts. Donc, il faudrait que nous, en tant qu'individus, qu'on comprenne finalement que ce que nous attendons finalement de nos dirigeants ne viendra jamais. C'est-à-dire mettre des cadres appropriés pour que nous puissions apporter notre contribution. Mais avec les avancées technologiques aujourd'hui, j'ai beaucoup plus espoir que les individus seront appelés à un moment donné de l'histoire à prendre leur destin en main et à trouver des solutions novatrices pour pouvoir, bien évidemment, définir des contrepoids par rapport à ces États. Ce plan, je pense que il faut y réfléchir sérieusement parce que quelque chose que j'ai aussi compris dans ma tête, c'est que ce que les pays généralement envoient comme aide publique au développement est généralement inférieur à ce que la diaspora envoie à leur pays. Donc, les diasporas africaines envoient environ 2 fois ce que les pays envoient. Et il est hors de question que la diaspora fait tant d'efforts, mais ne peut pas avoir de levier autant que ces pays. Donc, s'ils nous interpellent toute la diaspora, interpellent également nos frères et sœurs occidentaux parce que c'est l'ensemble des peuples qui sont finalement opprimés. Donc, ce n'est pas une guerre des Blancs contre les Noirs, non, c'est une guerre entre des classes dirigeantes qui matent finalement les peuples, peu importe où ces peuples se situent. Donc, je suis persuadé finalement qu'arriver à un certain moment donné, ou peut-être lorsque la souffrance atteindra un certain niveau, les peuples vont s'organiser pour pouvoir apporter un certain nombre de propositions vraiment novatrices. La Merci, Kano. pour... Oui? Oui, tu vas me pardonner, je vais t'arrêter un peu là. Ouais. On revient toujours à cette question de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on pense à nos pays. J'aimerais passer à Florence qui a quelque chose à présenter. Peut-être qu'on va revenir à toi et donner l'occasion aux autres de poser des questions avant la fin de notre session ce soir. Mais je te remercie beaucoup pour les comparaisons que tu as fait, les révélations que tu fais là. C'est vraiment, ça nous apprend beaucoup. Florence, si tu es prête, je peux te passer la parole maintenant de nous parler du retour au pays natal ainsi que l'organisation de solidarité réunissant les Camerounais. Tu es là, Florence?
Ton micro est fermé si tu es là. Voilà. Oui, oui, je suis là. Vas-y. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, vas-y. Ah, OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais aussi une fois de plus remercier Pasteur Samuel pour m'associer, n'est-ce pas, à cet exposé en intervenant plus spécifiquement sur un thème ou un titre RPN. Et j'ose croire que cette intervention va dans le sens de vouloir comprendre ou alors de vouloir répondre à la question qu'il a posée pendant son exposé, à savoir comment défier ou comment relever, n'est-ce pas, le néocolonialisme perpétré encore par nous-mêmes aujourd'hui dans nos continents d'Afrique. C'est vrai, à partir de la carte qu'il a présentée, nous voyons dans cet exposé les divisions et le partage de l'Afrique par, n'est-ce pas, l'Occident, les pays colonisateurs. Et je comprends que l'esprit de division continue, et c'est ce que nous avons encore perpétré, comme il l'a si bien exposé, parce qu'après même le départ des colonisateurs, nous restons maintenant subdivisés en nous-mêmes, dans nos différents pays. Et c'est un peu à cela que Kano faisait trait aujourd'hui en disant la classe dirigeante, c'est-à-dire nos dirigeants dans nos pays. Alors, comment donc ce néocolonialisme qui est perpétré dans le sens de la division pour leur permettre de mieux régner et de mieux partager l'Afrique, les intérêts? Nous avons discuté avec Samuel d'une organisation appelée RPN. C'était lors d'une discussion. Il a trouvé que cela pouvait aussi rentrer dans le cadre, n'est-ce pas, de cet exposé pour apporter quelques éléments de solution ou d'innovation. En fait, nous avons parlé de RPN dans un contexte camerounais où, quand bien même on regarde dans la diaspora, par rapport à notre présence dans nos pays respectifs, on se rend compte que nous vivons aussi une sorte de division, de tribalisme. Un tribalisme vraiment accentué au point où ce qui se passe un peu aujourd'hui au Cameroun est vraiment dramatique, vraiment regrettable. Au point où on se dit, tu n'es plus de tel, on ne sait plus telle tribu, on ne sait plus tel village. Ce qui fait que, avec le RPN, nous avons trouvé en ça une sorte de solution qui pouvait, n'est-ce pas, essayer de résorber ce problème de division, de tribalisme. Et en fait, dans l'ensemble, rendre nos continents encore unis en Afrique, au lieu de perpétrer la division coloniale qui nous a été infligée. C'était donc quoi le RPN? Le RPN, donc, c'est un peu une organisation non gouvernementale qui a été créée ici au Canada, à Montréal, en 2013 par la diaspora camerounaise. Et il est né à l'issue de plusieurs constats. À l'occurrence, le constat du fait que lorsque la communauté camerounaise, ici au Canada par exemple, et précisément, invite un membre de la famille, plus particulièrement les parents, il arrive que parfois ces parents arrivent ici et décèdent. Et nous connaissons bien combien peut coûter, n'est-ce pas, les services funéraires, surtout lorsqu'on est hors de son pays. Et dans le respect de nos traditions,
nos corps doivent rentrer sur la terre natale. C'est là-bas qu'on doit nous enterrer. Et imaginez donc les coûts du service funéraire jusqu'au rapatriement du corps et jusqu'à l'enterrement. Cela n'est pas aisé pour une seule personne, pour une seule famille de le faire. Donc, au regard de tout cela, la communauté camerounaise s'est décidée de créer donc, cet organisme qui permet à tous les Camerounais de toutes les tribus camerounaises d'adhérer sans distinction. Et ce, à un très moindre coût, je crois que ça dépasse pas $7 par an. Et lorsque survient dans votre famille un cas, ou même si c'est vous-même, que vous décédez ici, ou un de vos parents décède ici, ou même un citoyen canadien qui voyage et décède hors du Canada, une somme colossale pour respecter, n'est-ce pas, les clauses, les ententes qui ont été faites dans le cadre de cette organisation sont respectées. Donc, l'importance dans cet organisme et dans cette approche, c'était justement pour montrer combien on peut transgresser, n'est-ce pas, on peut dépasser, n'est-ce pas, les limites tribales pour nous reconstruire. Et si cela est possible dans la diaspora, comment est-ce qu'on peut exploiter cela, n'est-ce pas, chez nous, dans le continent africain en général? Donc, la RPN, ici, Retour au pays natal, n'exclut aucune tribu. Ici, on s'entend et on le fait sans bavure. Mais si on rentre au pays, on va retrouver l'esprit de tribalisme, qu'on a toujours des divisions et de luttes. Mais lorsqu'on se retrouve ici en diaspora, ces tribus sont soudées. Alors, et peuvent donc participer à une même cause. Alors, comment donc, est-ce que ce n'était donc pas possible? Ça, c'était la question de Samuel quand il a suivi, n'est-ce pas, à quoi servait le RPN. Il s'est donc posé la question générale, est-ce que nous, Africains divisés, nous ne pouvions pas nous aussi, n'est-ce pas, essayer d'imiter, n'est-ce pas, la politique du RPN, c'est-à-dire revenir ensemble, nous mettre ensemble et avoir une même cause pour lutter contre cela. Et moi, je dis, je vais donc ajouter quelque chose en disant, comme Kano, c'est une équation très difficile, possible, mais difficile, parce que déjà, même nos dirigeants, il y a plusieurs segments, comme il a dit, qui doivent être pris en compte, parce qu'il y a trop d'enjeux. Et déjà, à partir même de nos dirigeants sur place, si déjà ce n'est que leur intérêt égocentrique qui compte par rapport aux milliers de peuples qu'ils dirigent, qu'ils gouvernent, comment est-ce que cela pourrait être possible qu'on puisse, n'est-ce pas, éteindre nos intérêts ou bien les fusionner pour un intérêt commun général pour tous les dirigeants africains, pour tous les pays africains. C'est un peu ça ma part d'ajout, mais je voulais donc j'ai expliqué un peu ce que c'est que le RPN et l'esprit pourquoi on peut essayer d'approcher, n'est-ce pas, ou alors d'imiter cette politique et la transférer, n'est-ce pas, dans notre politique du continent africain pour défier, n'est-ce pas, la division, le tribalisme qui sévit et même le racisme. Voilà, c'est un peu ça, en général, ce que c'est que le RPN. Merci. Merci Florence, très intéressant. Encore un autre défi à nous. Et je me rappelle ce que tu as dit, là, rendre l'Afrique un continent uni. Et je me demande, est-ce que c'est possible? Ça doit commencer quelque part, bien sûr. Et l'étape que tu viens de nous décrire là, c'est l'une de ces étapes. Je vois la main de Kofi. Si on peut faire des interventions pas trop longues comme ça, on aura encore de temps pour des questions, des réponses. À Kofi, la parole. Merci. Je voudrais remercier notre frère Samuel qui nous a réveillés ce soir. Il est vraiment regrettable, étrange, regrettable de constater aujourd'hui que les Africains continuent de perpétuer la colonisation.
c'est grave. Moi-même, j'ai été mis en garde à vue pendant 3 jours à l'aéroport de Lagos pour des raisons de passeport, au sein de la CEDEAO même. Donc, il n'est pas facile de traverser les frontières. Regardez la Gambie. Kofi, ton micro est fermé de nouveau. Voilà. Voilà. Alors, je constate que les esprits se réveillent et nous devons nous poser la question, que faire? Mais je ne vais pas dire que faire, mais je veux faire une proposition et je rejoins tout à l'heure, Florence dans sa proposition pour dire que nous devons imiter la stratégie des fourmis dans leur fonctionnement. Quand la fourmi travaille, c'est minuscule, mais ça rend un résultat énorme. Alors, je veux dire que Samuel peut nous rassembler pour former un mouvement beaucoup plus large pour frapper aux portes des dirigeants du monde entier et surtout de l'Afrique. Parce que nous avons cette responsabilité-là. Et l'Église doit jouer un rôle important dans ce domaine, puisque c'est par la mission que ce commerce de honte a commencé en Afrique, par la fameuse bulle du pape Nicolas V en janvier 1954. Il faut que l'Église revienne corriger ça. Et nous devons nécessairement nous coaliser à partir du Conseil œcuménique des Églises, à s'adresser à Rome et de façon globale que les églises chantent la même chanson pour que ce genre de situation cesse et que le monde soit uni. Moi, je dis toujours que les frontières doivent tomber pour que la paix s'installe dans le monde. Je vous remercie. Voilà. Donc, Rosa est partie. Je pensais qu'elle allait dire quelque chose. Merci, Kofi. Peut-être dans quelques minutes là, on peut avoir une autre intervention ou question avant que je revienne à Samuel. Quelqu'un qui aimerait dire quelque chose ou poser une question ou des commentaires? Je vois dans la boîte. Il y a Ed qui lève la main, je crois. Oui. OK. Je veux bien dire quelque chose. Vous savez, l'Afrique est tellement divisée. On a vu les cartes. Et vu de l'extérieur, comme ça, on dirait pourquoi est-ce que les Africains ne se mettent pas ensemble tout de suite pour former les États-Unis d'Afrique ou quelque chose comme ça. Mais chaque fois qu'un leader d'un pays se lève et prononce des discours panafricains, quelque chose survient. Et il est éliminé. Il y en a plusieurs que je pourrais citer, à commencer par éliminer ou alors un coup d'État contre lui. Ça a commencé par Nkrumah et ça a fini dernièrement par Muammar Kadhafi, des gens qui avaient des visions panafricaines et qui étaient, lui, il était en tout cas prêt à investir beaucoup de fonds pour faire une monnaie africaine unie. Mais vous savez ce qui lui est arrivé. Alors, c'est très difficile de le faire. Mais évidemment, l'Église est internationale. Nous sommes
l'organisation internationale la plus grande. Et nous nous appelons tous frères et sœurs. Et nous reconnaissons qu'en Christ, nous sommes un. Et qu'il n'y a plus de juifs ni de païens. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et donc, si nous savons cela, nous avons vraiment un rôle à jouer dans cela. Ce que Samuel a évoqué des missionnaires, je l'ai vécu. Heureusement, ce n'est pas pour jeter des fleurs sur mes parents, mais mes parents étaient d'une autre conception. Ils nous ont élevés en tant qu'Africains en Afrique. Je me sens totalement tchadien, autant tchadien que tous les autres tchadiens. Mais j'ai vécu ça. J'avais par exemple un ami que j'avais connu au lycée qui était venu passer des vacances l'été avec moi. On militait ensemble dans l'Union des jeunes chrétiens. Il était venu pour faire de l'évangélisation autour de nous. On était très zélés et on voulait aller de village en village, ce qu'on a fait d'ailleurs. Mais quand on était arrivé dans une station missionnaire, Sœur, à 45 km de Mongo où j'habitais, moi, on m'a mis dans une chambre et lui, on l'a fait dormir dans une paillote où il y avait des chèvres. C'est vraiment, le lendemain, je me suis levé, j'ai dit, on quitte ici. On est allé ailleurs parce que je ne pouvais pas soutenir ce genre de geste. Mais l'injustice qu'il y a eu de la part des missionnaires, c'est incroyable, insoutenable. Et d'ailleurs, je suis en train, enfin, j'ai commencé à écrire un livre sur l'histoire de mes parents. Et j'aurai peut-être l'occasion de me pencher un petit peu sur ce problème. Mais donc, s'il y a une responsabilité en tant que chrétien maintenant, en tant qu'enfants qui ont grandi, qui sont matures maintenant, nous devrions vraiment nous associer et essayer de faire quelque chose. Voilà le temps qui commence à courir vite. Mais je vois dans la boîte là, il y a un lien que Dala a donné. Elle dit qu'il y a un documentaire en 2 parties sur la décolonisation française disponible sur Internet pour un temps limité. Avoir absolument décolonisation du sang et de l'art. On copie le lien pour pouvoir regarder ça après. Samuel, 5 minutes, 7 minutes, je ne sais pas combien de temps tu voudras pour faire la dernière partie de ta présentation peut-être? Oui, la toute dernière, et puis on s'est promis de finir à 7h30, donc on va finir à 7h30. OK. Je suis vraiment très reconnaissant pour votre présence à chacun et à chacune d'entre vous et aussi pour les contributions. Je suis sûr que d'autres personnes auraient contribué s'il y avait le temps et l'espace, mais c'est à nous. Alors, une autre question, un défi, c'est que voulez-vous qu'on fasse après? Est-ce que tout va s'arrêter à la fin du mois ou bien est-ce qu'il y aura un moyen de continuer nos conversations, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, autour de thèmes divers avec des personnes diverses? Parce que nous sommes tous des documents vivants. Et Ed Barbeza vient de dire qu'il est en train d'écrire, mais ce qu'il est en train d'écrire, il va le dire, il peut le dire si on l'invite à le dire, parce que la parole précède l'écrit la plupart du temps. Alors, c'est une tradition africaine qui est une tradition des pays, des cultures orales. Cultivons ce don de l'oralité et retrouvons-nous, je vous prie, sur Zoom régulièrement. Mais les livres aussi sont importants. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis un amoureux des livres.
Alors, je prendrai peut-être 3 ou 4 minutes pour vous présenter certains livres. Si vous étiez vraiment intéressé, je n'aime pas prêter mes livres, mais exceptionnellement, je prendrai votre nom, le titre, et puis on s'engagera que vous me le rendrez à certains moments. Mais vous aussi, je suis sûr que vous avez dans vos bibliothèques des ressources que vous pourriez certainement partager. Alors, une idée serait d'écrire une liste de ressources bibliographiques que nous avons à notre disposition et que nous pourrions prêter les uns aux autres et le faire circuler. Ça, c'est déjà quelque chose. La Maison Présence africaine est vraiment très, 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 très importante pour tout ce qui touche à la culture et à l'histoire de l'Afrique. D'ailleurs, ils ont créé au sein d'eux-mêmes la Société africaine de culture. Et ils ont commencé à publier depuis longtemps, longtemps, longtemps. Ça, c'est un hommage à Senghor que Présence africaine a publié. Il y a ce discours théologique néo-africain qui est vraiment un fondement pour la recherche théologique africaine, qui a été publié aussi par Présence africaine. Il y a un hommage à David Diop, Présence africaine. Et ça, c'était très important. C'était le premier congrès international des écrivains et artistes africains, noirs. Et je suis sûr qu'il est beaucoup plus âgé que la plupart d'entre vous. Il a été fait dans les années 50. Mais c'est dire que le travail a commencé. Il y a les belles pages de l'histoire africaine. Bon, mais je pourrais continuer et continuer, mais j'aimerais vous présenter aussi, vous l'avez lu peut-être dans les figures, Amadou Hampâté-Bâ. Ici, c'est un livre qui s'appelle Amkoulel, l'enfant Peul. Il a aussi écrit L'étrange destin de Wangrin. Et j'ai beaucoup utilisé, beaucoup aimé Vie et enseignement de Thierno Bokar. C'est un mystique africain que nous gagnerions tous à connaître davantage. L'enfant noir de Camara Lai, je suis sûr que vous avez grandi peut-être avec ça. Moi, je l'ai fait. Il y a Luc le Lièvre. Moi, j'ai appris à lire et à écrire avec ce livre-là, Luc le Lièvre, écrit par Senghor et Sadji. Et aussi Mamadou et Binata. Vous vous souvenez, Mamadou et Binata, il y a eu plusieurs Mamadou et Binata. Ça, c'est Mamadou et Binata sont devenus grands. Il y a ce géant de la recherche africaine, Cheikh Anta Diop, et de l'anthropologie. Et j'ai plusieurs de ses livres. Vous aussi, vous avez certainement entendu parler de lui. Mais pas seulement des Africains, il y a les carnets du pasteur Bogner des années 40 à 45. Philippe Bogner, c'est une famille de missionnaires et de théologiens, de pasteurs. Et ça, c'est son journal pendant ces années-là. Et on apprend beaucoup de choses en suivant le journal de ce pasteur. Je pourrais continuer et continuer. Il y a l'Afrique, les contes de Amadou Koumba, l'Afrique des villages. Bon, je vais quand même arrêter après vous avoir présenté un grand siècle d'une mission protestante. Et c'est la mission protestante de Paris qui est celle qui a semé les graines au Sénégal. Alors, voilà. Nous sommes entourés de toutes sortes de ressources. À nous de les exploiter et d'en faire quelque chose. Voilà, Samuel vient de nous présenter toute la bibliothèque. Merci beaucoup, Samuel. Je vois Kofi a mis un commentaire dans la boîte. Il dit que je pense que les conférences doivent continuer, mais avec des actions concrètes après, sans tarder, l'élaboration d'un programme avec des stratégies importantes pour que ce ne soit pas seulement du dire. Et puis, une autre contribution, je pense pour ma part qu'il est de renouveler ce moment de partager, de sorte qu'on puisse faire germer une graine d'unification des idées pour la reconstruction de l'Afrique et son peuple. Les gens commencent déjà à penser comment agir, ce qu'il faut faire, comment réagir. Bien, j'ai commencé avec un proverbe. Je vais finir avec un autre proverbe. Chaque jour, l'oreille va à l'école.
Quelqu'un m'a dit ce proverbe il y a des années, je ne suis pas sûre de l'origine même, mais j'en trouve la confirmation que chaque jour, il y a quelque chose à apprendre. J'admets que chaque jour, pour moi, j'apprends quelque chose. Lors de ce mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine et surtout par ce projet où nous avons eu des ateliers, des proverbes, des histoires de quelques personnages, j'espère que vous, comme moi, avez ajouté à votre connaissance quelque chose de nouveau. Je remercie tout le monde qui a participé d'une manière ou d'une autre dès le début de ce mois jusqu'à présent. Je ne vais pas tenter de nommer tout le monde individuellement parce que je risque d'oublier quelques-unes et quelques-uns. Mais permettez-moi de remercier spécialement le pasteur Samuel Dansoko, non pas seulement pour sa présentation ce soir, mais aussi pour son rôle d'organisateur principal de ce projet, auquel il a pensé et a invité des gens à faire des contributions sans savoir quel en serait le résultat, mais convaincu que tout ira bien. Nous voici au 4e et aussi le dernier atelier dans le cadre du mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine 2021 et tout s'est bien passé, aussi bien que possible. Si vous voudrez réécouter les enregistrements ou les partager avec des personnes qui n'ont pas pu participer dans les ateliers, j'ai mis les liens dans la boîte de conversation. Vous pouvez les copier et regarder aussi les proverbes et les histoires qu'on a mis sur notre site web égliseunie.ca. Voilà, de ma part, je dis bonsoir. Merci encore à tout le monde et j'invite encore Samuel pour les mots finaux et pour faire la prière de clôture. À toi, Samuel. Merci, Carole. C'est vraiment un mot de reconnaissance. Un grand merci au Seigneur, à Dieu, à nos parents et à chacun et à chacune d'entre nous. Nous apprenons tous les jours. Et un proverbe sénégalais dit que chaque jour est un jour pour apprendre, pour emprunter ou un jour pour rembourser une dette. On peut le mettre sur beaucoup de plans et on en apprend beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous inviter à la prière en disant aussi ma reconnaissance à un couple qui m'a beaucoup nourri sur tous les plans quand j'ai commencé mon itinéraire ici au Canada. C'est Marie-Claude et Michel, Marie-Claude Bognon et Michel Cabanac. Et je ne leur serai jamais assez reconnaissant. Et je me souviens que Michel m'a repris la première fois où j'ai fait une prière à Saint-Pierre et où j'ai utilisé le subjonctif et le conditionnel en parlant de Dieu et puis dans mes demandes. Et bien, comme il s'est levé comme quelqu'un et puis m'a dit « Non, Samuel, pourquoi le subjonctif? Pourquoi le conditionnel? Dieu, c'est l'indicatif. Dieu est avec nous. Hein? » Alors, il a changé ma manière de prier depuis ce jour. Alors, et je l'en suis très reconnaissant. Et ça fait une différence pour prier Dieu à l'indicatif. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir constitués comme une seule et grande famille. Tu nous découvres et tu nous inspires. Tu nous donnes la clairvoyance, le discernement. Si nous avons la volonté de nous regarder comme des frères et des sœurs. Nous voulons donc te remercier, te remettre nos vies aujourd'hui, demain et pour le reste de notre existence, sachant que toi, tu t'appelles Emmanuel et que tu nous accompagnes pas à pas tout au long de notre vie. Grâce te soit rendue par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen et merci encore. Bonsoir tout le monde.